Quand je me suis présenté seul au tribunal, ma sœur a souri avec suffisance comme si la victoire était garantie. Tu es venu sans avocat? Tu as déjà perdu. Mes parents étaient assis derrière elle et hochaient la tête avec fierté. Mais le visage de leur avocat a perdu toutes ses couleurs lorsqu'il a ouvert mon dossier. Attendez. Ce n'est pas possible. Ensuite, le juge a prononcé une seule phrase et l'assurance de ma sœur s'est complètement effondrée. Je m'appelle Lucie Bennett. J'ai 31 ans. La première fois que j'ai compris à quel point ma famille voulait m'effacer, j'étais assise seule dans un café à 3 pâtés de maison du tribunal avec un café tiède devant moi et un dossier assez épais pour mettre fin à une vie de mensonge. À l'autre bout de la pièce, ma sœur était assise avec nos parents comme s'ils attendaient un dîner de célébration, et non une audience au tribunal. Elle n'avait pas besoin d'en dire beaucoup. La façon dont elle regardait sa montre, la façon dont mes parents se penchaient vers elle, la façon dont leur avocat n'arrêtait pas de tapoter son stylo contre une mallette en cuir me disait tout. Ils croyaient que l'histoire était déjà terminée. J'étais la fille négligente, la sœur jalouse, la femme qui n'avait aucun avocat à ses côtés parce qu'aucune personne sérieuse ne voudrait se tenir avec moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais choisi d'entrer seul. Mon avocat avait tout déposé discrètement et était resté en dehors du dossier visible jusqu'à ce que le juge demande les documents scellés, car si ma famille l'avait vu trop tôt, ils auraient retardé, détruit ou nié les faits. Seul, j'avais l'air faible. C'était le piège. Pendant que je les observais, les vieux souvenirs ne sont pas revenus comme des pensées. Ils ricanement sont apparus comme un film projeté sur la vitre du café. Mon nom retiré des documents. Mon travail confié à quelqu'un d'autre. Mes grands-parents à qui l'on disait que j'étais instable. Puis le film s'est arrêté et je n'ai vu que mon propre reflet. Aujourd'hui, je ne demandais pas à être aimé. Je reprenais la voix qu'il m'avait volée. Avant de vous dire ce que le juge a dit et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le trajet du café au tribunal aurait dû prendre 7 minutes, mais chaque pâté de maison ressemblait à un couloir dans une maison que j'avais passé toute ma vie à essayer de fuir. Nancy Bennett, ma sœur aînée de 3 ans, avait toujours mieux compris la mise en scène que la vérité. Sur les photos de famille, elle savait où se placer, pour que la lumière la trouve en premier. Dans les conversations, elle savait quand baisser la voix, pour qu'un mensonge ressemble à de l'inquiétude. Et dans les mois qui ont suivi la mort de nos grands-parents, elle avait appris comment transformer le chagrin en paperasse. Le premier passage piéton a clignoté en blanc, et je me suis souvenu de l'époque où j'avais 17 ans, debout dans la cuisine de nos grands-parents avec un carnet rempli d'horaires de médicaments que j'avais fait pour grand-père après son accident vasculaire cérébral. Nancy était arrivée en retard, avait embrassé grand-mère sur la joue et avait dit « J'ai expliqué à Lucie comment organiser tout cela ». Grand-mère lui avait souri avec une gratitude fatiguée. Je n'avais rien dit parce que j'étais jeune et que je croyais encore que le silence maintenait la paix. Le deuxième passage piéton est passé au rouge, et je me suis souvenu de l'époque où j'avais 22 ans, faisant un double service pendant que Nancy disait à maman et papa que j'avais séché une réunion de famille parce que je ne pouvais pas assumer de responsabilité. J'ai découvert plus tard que la réunion portait sur le premier plan de succession de nos grands-parents, celui qui nous nommait toutes les deux à parts égales. Nancy avait pris mon absence et en avait fait une preuve contre moi. Au moment où j'ai atteint les marches du tribunal, l'air du matin avait un mordant sec. Mes doigts étaient froids, mais pas de peur. À l'intérieur de mon sac à bandoulière se trouvaient des copies de courriels, des virements bancaires, un rapport d'expertise en écriture et une clé USB que mon avocat appelait la mèche. Il y avait aussi une lettre de la main de grand-mère pliée dans une pochette en plastique où elle avait écrit une phrase que j'avais lue tant de fois que les mots semblaient brûler derrière mes yeux. Lucie a porté cette famille quand tous les autres voulaient le mérite de se tenir près du fardeau. Nancy ne savait pas que j'avais cette lettre. Maman et papa ne savaient pas que j'avais des enregistrements. Leur avocat ne savait pas que le testament final que Nancy défendait comportait une signature copiée à partir d'un ancien formulaire d'autorisation médicale et un cachet de notaire lié à un bureau fermé à la date indiquée. C'est pourquoi je pouvais marcher seul. Non pas parce que je n'avais aucune aide, mais parce que la vérité était déjà entrée dans le bâtiment avant moi. Lorsque le détecteur de métaux a bipé, le garde m'a demandé de reculer. J'ai retiré ma ceinture, ma montre et le petit médaillon en argent que grand-mère m'avait donné l'année précédant sa mort. Pendant une seconde, alors que le médaillon reposait dans le bac en plastique, j'ai vu une autre superposition de souvenirs.
la main de grand-mère se refermant sur la mienne, ses ongles pâles, sa voix fine mais certaine. Ricanement ne laisse pas Nancy transformer la gentillesse en faiblesse, ma chérie. À l'époque, j'avais ri doucement et je lui avais dit que Nancy était de la famille. Grand-mère avait détourné le regard comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 6B, j'ai revu Nancy. Elle portait du crème, le genre de couleur que les gens choisissent quand ils veulent paraître innocents. Maman était assise à côté d'elle, tordant un bracelet de perles. Papa se tenait près du mur, faisant semblant d'étudier un panneau d'affichage, mais j'ai remarqué qu'il ne me regardait pas directement. L'avocat de Nancy, Monsieur Thompson, a souri quand il m'a vu. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire professionnel d'un homme qui croyait avoir été payé pour écraser quelqu'un rapidement. Nancy s'est penchée vers maman et a chuchoté quelque chose. Je n'ai pas pu entendre chaque mot, mais j'en ai saisi assez. Elle pleurera avant le déjeuner. Maman a baissé les yeux. Papa a toussé dans son poing. Personne ne m'a défendu. Ce minuscule silence a fait plus que m'insulter. Il m'a rappelé pourquoi j'avais arrêté d'espérer un sauvetage. Lorsque l'huissier a ouvert la porte de la salle d'audience, Nancy s'est levée en premier, comme si elle était la mariée à un mariage. Monsieur Thompson portait un seul dossier fin. Je portais une boîte d'archives dans mon sac à bandoulière. Il a regardé la boîte, puis m'a regardé. Son expression a vacillé, mais seulement le temps d'une respiration. « Vous préparez un album photo, Madame Bennett ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé et j'ai dit, quelque chose comme ça. La salle d'audience était plus petite que je ne m'y attendais, ce qui rendait chaque son plus net, les chaussures contre le bois, le papier qui glisse, une chaise qui grince quand Nancy s'est assise trop lourdement. J'ai pris ma place à la table, seul. C'était l'image qu'il voulait que le juge voie. Nancy entourée de sa famille et de ses avocats. Lucie isolée, émotive, facile à rejeter. Mais le miroir avait déjà commencé à tourner. Chaque pas qui m'avait amené ici portait un souvenir, et chaque souvenir avait un document qui attendait d'y répondre. Lorsque le juge Harold Mercer est entré, tout le monde s'est levé, et pendant une seconde pure, la pièce est devenue honnête. Pas gentille, pas sûre, mais honnête. Personne ne pouvait chuchoter par-dessus le son du marteau. Personne ne pouvait prétendre qu'un dîner de famille était la même chose qu'une déclaration sous serment. Nous nous sommes assis et le juge Mercer a examiné le résumé de l'affaire avec une expression calme qui ne révélait rien. Succession d'Evelyn et Robert Bennett. Demande de validation du testament modifié. Objection de Lucie Bennett. Allégation d'influence indue. Manipulation financière et irrégularité de documents. Audience sur l'admissibilité des preuves et décisions préliminaires. Les mots semblaient stériles, mais chacun contenait une ecchymose. Monsieur Thompson s'est levé en premier. Il a boutonné sa veste, s'est dirigé vers le centre de la salle d'audience et a commencé à faire de Nancy un monument. Il l'a qualifié de dévoué, responsable, le choix naturel. Il a dit que nos grands-parents avaient fait confiance à son jugement parce qu'elle était stable, accomplie et constamment présente pendant leurs dernières années. À ces mots, Nancy a baissé les yeux comme une sainte dans un tableau. J'ai regardé maman tamponner le coin de son œil, non pas parce qu'elle était émue, mais parce qu'elle savait à quoi ressemblait la compassion. Monsieur Thompson a continué en expliquant que le testament modifié laissait la maison en grès brun, les comptes d'investissement et la propriété du lac principalement à Nancy parce qu'elle avait mérité cette confiance. Selon lui, je n'étais apparu qu'après le décès, motivé par le ressentiment. Il a suggéré que je me représentais moi-même parce qu'aucun avocat réputé ne croyait que ma demande était fondée. C'est à ce moment-là que la bouche de Nancy s'est courbée. Elle s'est penchée en arrière, bougeant à peine les lèvres. « Tu es venu sans avocat ?» a-t-elle chuchoté juste assez fort pour moi. « Tu as déjà perdu. » Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le dossier de Monsieur Thompson. Un seul dossier pour toute une succession, un seul dossier pour 2 personnes mortes, 30 ans d'histoire familiale, et une signature qui avait été volée dans un dossier médical. Quand il a terminé, le juge s'est tourné vers moi. « Madame Bennett, procédez-vous sans avocat aujourd'hui ?» La salle attendait mon humiliation. Je me suis levé. « Votre honneur, je comparais personnellement pour les remarques d'ouverture. Mon avocat au dossier a déposé des documents sous scellés et est disponible à la demande de la Cour. »
J'ai choisi de ne pas le laisser parler en premier parce que les faits de cette affaire commencent avec mon expérience vécue et les documents suivront. Le sourire de Monsieur Thompson s'est crispé. La tête de Nancy a pivoté brusquement vers moi. Le juge Mercey a baissé les yeux sur son registre, puis est revenu vers moi. Procédez avec prudence. J'ai hoché la tête. C'est mon intention. Je n'ai pas commencé par un discours sur le fait d'être ignoré. J'ai commencé par une date. Le 14 mars, 3 ans avant la mort de grand-mère. C'était le jour où ma sœur a envoyé un courriel à mes grands-parents affirmant que j'avais mal géré l'argent de leur compte de ménage. Elle ricanement a joint une feuille de calcul et a dit qu'elle avait corrigé mes erreurs. J'ai ouvert mon classeur et j'ai brandi une page imprimée. La feuille de calcul était la mienne. Les métadonnées du fichier d'origine montrent que je l'ai créé 2 semaines plus tôt à partir de mon ordinateur de travail. Ma sœur a changé le nom de l'auteur et l'a transféré comme étant la sienne. Un murmure a parcouru la rangée du fond. Nancy s'est moquée, mais trop rapidement. Monsieur Thompson s'est levé. Votre honneur, des métadonnées sans fondement. Vous aurez votre chance, a dit le juge Mercey. Laissez-la établir la chronologie. J'ai tourné la page. Le 2 juin, ma sœur a dit à nos parents que je refusais de rendre visite à grand-père après sa chute. Le soir même, j'ai payé la facture de son aide à domicile parce l'agence menaçait de suspendre le service. Voici le reçu, mon relevé bancaire et le message texte de l'aide à domicile me remerciant. Papa a bougé sur son siège. Je pouvais le sentir fixer l'arrière de ma tête, mais je ne me suis pas retourné. Le miroir fonctionnait maintenant. Pour chaque belle histoire que Monsieur Thompson racontait, je plaçais une date à côté. Pour chaque affirmation selon laquelle Nancy avait été présente, je montrais où j'avais fait le travail pendant qu'elle jouait la gratitude. Le visage de Nancy s'est durci. Elle s'est à nouveau penchée vers maman, mais cette fois, son chuchotement n'était pas assez doux. Elle se rend pathétique. Le juge s'en fichera. Le stylo du juge Mercey a cessé de bouger. Il a levé les yeux. Nancy s'est figée. Ce moment était important, non pas parce qu'il prouvait mon cas, mais parce qu'il permettait à la cour de voir la vraie personne derrière la robe de couleur crème. J'ai continué avant que quiconque ne puisse la secourir. Votre honneur, je ne suis pas ici pour rivaliser sur qui a été la plus aimée. Je suis ici parce que le testament modifié défendu aujourd'hui a été créé après des mois d'isolement, de pression et de fausses informations. On a dit à mes grands-parents que j'étais négligente, cupide et mentalement instable. Ces accusations n'étaient pas des malentendus. C'était une stratégie. Le visage de Monsieur Thompson a perdu une nuance de couleur. Madame Bennett fait des allégations très sérieuses. Oui, ai-je dit en regardant le juge, et j'ai apporté des preuves sérieuses. Le juge m'a autorisé à continuer, mais son avertissement était clair. L'émotion ne suffirait pas. C'était très bien. J'étais à court d'émotions depuis des années. Ce qui restait, c'était le dossier. Le premier miroir, ai-je dit, est la responsabilité. J'ai placé 3 copies agrandies sur la table des preuves. Ma sœur a affirmé qu'elle gérait les soins quotidiens de nos grands-parents. Voici les plannings des soignants. Mon nom apparaît comme contact d'urgence sur 46 rendez-vous. Celui de Nancy apparaît sur 4. Voici les registres de retrait en pharmacie. Ma signature apparaît pour l'insuline, les médicaments contre la tension artérielle et les antibiotiques post-opératoires. La signature de Nancy apparaît une fois, le jour où un photographe est venu prendre des photos de fête pour le diaporama d'anniversaire de nos parents. Quelqu'un dans le public a chuchoté « Oh mon Dieu !» Nancy a craqué. Parce que tu aimais jouer les utiles. La pièce est devenue silencieuse. Monsieur Thompson s'est tourné vers elle avec un regard d'avertissement. J'ai laissé ces mots flotter là avant de répondre. Non, Nancy, j'aimais garder grand-père en vie. Maman a inspiré brusquement, et pour la première fois, j'y ai entendu de la douleur. Pas de la compassion pour moi, peut-être, mais de la reconnaissance. Elle se souvenait. Ils s'en souvenaient tous. Ils se souvenaient de m'avoir appelé quand la tension artérielle de grand-mère avait grimpé en flèche. Quand grand-père était tombé dans la salle de bain. Quand la facture d'électricité était en retard parce que papa avait oublié. Quand Nancy était trop occupée par un événement de réseautage ou trop fatiguée par une conférence ou trop importante pour les urgences ordinaires. Le deuxième miroir est l'argent, ai-je continué.
Ma sœur a dit à nos grands-parents que j'étais irresponsable avec les finances. Voici 12 mois de virement de mon compte vers le leur, étiqueté service public, aide à domicile, versement de la taxe foncière et livraison de courses. Voici des messages textes de grand-mère me demandant de ne pas le dire à maman et papa parce qu'elle ne voulait pas qu'ils soient embarrassés. J'ai dégluti une fois, mais je n'ai pas laissé ma voix se briser. J'ai préservé leur dignité pendant que Nancy leur vendait l'histoire selon laquelle j'étais la menace. Monsieur Thompson s'est levé à nouveau. Votre honneur, l'aide financière n'invalide pas un testament. Correct, a dit le juge Mercey, mais l'influence indue peut le faire. Ses yeux se sont posés sur moi. Continuez. La chaise de Nancy a grincé. Sa confiance n'avait pas encore disparu. Elle avait changé de forme. Maintenant, cela ressemblait à de la colère. Elle me fixait comme si j'avais enfreint une règle non écrite en documentant ma propre vie. Avez-vous déjà été la personne qui a nettoyé le désastre, payé la facture, passé l'appel, gardé le secret, et ensuite regardé quelqu'un d'autre se faire féliciter pour s'être tenu devant les décombres une fois qu'il n'y avait plus de danger? Si vous l'avez été, alors vous savez pourquoi mes mains étaient stables. Je n'étais pas courageuse parce que je ne ressentais aucune peur. J'étais courageuse parce que j'avais les reçus pour la douleur. Le troisième miroir est la réputation, ai-je dit. C'est ici que l'affaire bascule. J'ai placé une transcription sur le bureau du greffier avec une clé USB. Un enregistrement a été fait légalement lors d'une réunion de famille dans la véranda de mes grands-parents. Je n'étais pas présente. Le système de sécurité domestique de ma grand-mère a capturé le son parce que le microphone de la caméra de la porte d'entrée avait été laissé actif. Dans cet enregistrement, Nancy dit à grand-mère et grand-père que j'avais posé des questions sur la vente de la maison en grès brun, que je voulais de l'argent liquide rapidement, et que je les avais appelés des fardeaux. Rien de tout cela n'était vrai. Nancy s'est levée à moitié. C'est une conversation familiale privée. Asseyez-vous, a dit le juge Mercey. Sa voix était calme, ce qui rendait les choses pires. Nancy s'est assise. Monsieur Thompson a demandé à revoir la transcription. Le greffier lui en a tendu une copie. Il a parcouru la première page, puis la deuxième. Sa mâchoire s'est contractée. J'ai observé le moment exact où il a réalisé que sa propre cliente ne lui avait pas donné toute la vérité. C'est un type de silence spécial. Lorsqu'un défenseur rémunéré comprend soudain qu'il défend peut-être un mensonge trop grand pour être contrôlé. Le juge a autorisé la lecture d'une courte partie de l'enregistrement. La voix fragile de grand-mère a rempli la salle d'audience en premier. Lucie ne dirait jamais ça. Puis la voix de Nancy, douce et impatiente. Vous ne voyez pas ce qu'elle dit quand vous n'êtes pas là. Elle pense que vous accaparez sa vie. Je suis la seule à essayer de vous protéger. L'enregistrement a grésillé. Grand-père a toussé. Puis Nancy, plus froide. Si vous laissez les choses à parts égales, elle vendra tout avant même que vos corps ne soient froids. Un son s'est échappé de maman. Papa a baissé son visage dans sa main. Nancy a chuchoté, c'est édité. Mais son chuchotement tremblait. Le juge Mercey l'a regardé. Vous aurez l'occasion de témoigner sous serment. Les mots sous serment ont atterri comme une porte qui se verrouille. J'ai fait face au juge et j'ai continué. Cet enregistrement a été fait 6 semaines avant le testament modifié. Pendant ces 6 semaines, mes grands-parents ont cessé de répondre à mes appels. Quand je venais à la maison, Nancy me disait qu'ils se reposaient. Quand j'ai demandé à l'infirmière, elle a dit qu'elle avait reçu pour instruction de ne pas me donner de nouvelles parce que j'agitais la famille. Cette instruction ne venait pas d'un médecin. Elle venait de Nancy. Monsieur Thompson a fait une objection, mais plus faible cette fois. Le juge Mercey a rejeté en partie et m'a demandé des documents justificatifs. Je les avais. Un message texte de l'infirmière. Un message vocal de grand-mère disant « Lucie, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils disent que tu es en colère contre nous. » Une photo de livraison montrant des courses que j'avais commandées laissées à l'extérieur parce que personne n'avait ouvert la porte. La salle d'audience ne ressemblait plus à un endroit où ma valeur était en procès. Elle ressemblait à une pièce où les murs répétaient enfin ce que je disais depuis des années. Le 4e miroir était le testament lui-même. C'était le miroir que Nancy n'avait jamais imaginé que je brandirais parce que, pendant des années, elle avait conditionné tout le monde à croire que j'étais trop émotive pour comprendre des documents. Votre honneur, ai-je dit,
le testament modifié présenté par ma sœur lui laisse environ 80% de la succession, y compris la maison en grès brun et la propriété du lac. Il me laisse un petit don en espèces et déclare que mes grands-parents ont pris cette décision parce que j'avais fait preuve d'une hostilité répétée envers les obligations familiales. Cette phrase est importante. J'ai retiré l'ancienne lettre de grand-mère de sa pochette, mais je ne l'ai pas soumise en premier. Je voulais que la phrase brûle avant de montrer l'eau. Hostilité répétée envers les obligations familiales. J'ai répété, ce ne sont pas les mots de ma grand-mère. Elle ne parlait jamais comme ça. Elle écrivait des cartes d'anniversaire en paragraphes complets. Elle soulignait les mots qu'elle aimait. Elle appelait les corvées des actes de soins. Elle ne décrirait pas le fait de s'occuper d'un mari malade comme une obligation familiale. Le juge Mercé s'est penché en avant. Avez-vous des preuves liées à la rédaction? Oui, votre honneur. J'ai présenté une chaîne de courriels obtenus par assignation du bureau de planification successorale. La tête de M. Thompson s'est levée brusquement. Il n'était pas au courant de l'assignation parce que mon avocat l'avait déposée avant l'audience en vertu d'une ordonnance de communication limitée de pièces après que Nancy eut omis de produire les communications de rédaction originales. Le courriel montre que Nancy a envoyé des suggestions de formulation à l'assistant juridique avant que le testament modifié ne soit préparé. L'expression hostilité répétée envers les obligations familiales apparaît dans son message. La même expression apparaît dans le testament modifié. Le juge a regardé M. Thompson. Maître. Ricanement M. Thompson a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Il avait besoin de temps et il n'en avait pas. J'ai continué. Le 5e miroir est la signature. J'ai remis le rapport d'expertise en écriture. La signature sur le testament modifié est attribuée à grand-mère. Un examinateur de documents médico-légaux l'a comparé à 20 signatures connues. L'examinateur a trouvé des incohérences significatives dans la pression, la formation et le motif de tremblement. Plus important encore, une partie de la signature correspond à un formulaire d'autorisation médicale signé 8 mois plus tôt avec un alignement de superposition presque parfait. Le juge a pris le rapport. Alléguez-vous une falsification? La pièce entière a semblé rétrécir autour de ce mot. J'ai senti les yeux de Nancy sur moi comme une chaleur. J'allègue que la signature nécessite une enquête et ne devrait pas être acceptée comme valide sans un examen minutieux. Mais il y a plus. J'ai présenté le registre du notaire. Le cachet du notaire indique le 9 avril. Le bureau du notaire était fermé ce jour-là en raison d'une inondation dans le bâtiment. Nous avons l'avis de la direction du bâtiment, la propre déclaration sous serment du notaire et le registre d'entrée ne montrant aucun rendez-vous. Le visage de M. Thompson s'est vidé de son sang. Il a tourné les pages avec des mains qui n'étaient plus gracieuses. « Attendez » a-t-il dit à voix basse. Ce n'est pas possible. Cette phrase a traversé la salle d'audience comme de l'électricité. Nancy l'a entendu. Maman l'a entendu. Papa l'a entendu. J'ai entendu le crochet de toute ma vie se détacher. Leur avocat, l'homme qui était entré prêt à m'humilier, regardait le dossier comme s'il l'avait mordu. Le juge Mercé l'a remarqué aussi. Monsieur Thompson s'est approché de la barre. Les avocats ont conféré discrètement. Mon avocat, Daniel Reeves, est entré par l'arrière sur instruction du juge et s'est identifié comme mon avocat au dossier. Nancy l'a regardé comme s'il était sorti d'un mur. « Tu avais dit que tu étais seul » a-t-elle sifflé. Je me suis légèrement tourné. J'ai dit que j'étais venu seul. Je n'ai pas dit que la vérité l'était. Daniel a soumis le paquet scellé, la déclaration sous serment, les déclarations de chaîne de possession, les références de l'examinateur médico-légal et l'examen financier. Le 6e miroir était l'argent après la mort. Un examen des comptes liés à la succession a montré que 2 semaines après la signature prétendue du testament modifié, Nancy avait transféré 38 000 $ des économies personnelles de grand-mère vers un compte de réserve d'entretien de la maison qu'elle contrôlait. Elle a dit à nos parents que c'était pour des réparations. Les factures qu'elle a produites par la suite provenaient d'un entrepreneur dont la licence commerciale avait expiré, et l'adresse postale correspondait à l'appartement d'un des anciens collègues de Nancy. C'est un mensonge, a crié Nancy. J'ai protégé cette maison pendant que Lucie ne faisait rien. Le regard du juge Mercé s'est aiguisé. Madame Bennett, vous allez vous contrôler. Mais Nancy avait commencé à glisser et la pente était raide. Elle ne mérite pas cette maison, a dit Nancy en me pointant du doigt. Elle a toujours été la fille de secours,
le contact d'urgence, la fille de course. Grand-mère avait pitié d'elle, c'est tout. Les mots ont atterri plus durement que n'importe quelle objection. Non pas parce qu'ils m'ont blessé, bien qu'ils l'aient fait, mais parce qu'elle avait enfin dit en public ce que ma famille avait pratiqué en privé. Nancy a chuchoté maman. Arrête. Nancy a pivoté vers elle. Non, maman. Toi, arrête. Toi et papa étiez d'accord avec ça quand ça vous arrangeait. Vous m'avez laissé gérer parce que vous saviez que Lucie céderait. Elle cède toujours. Le marteau du juge a claqué. Assez. Mais le mal était fait. Monsieur Thompson ressemblait à un homme qui regardait son dossier brûler de l'intérieur. Papa fixait Nancy comme si voir son enfant préféré avait nécessité une pièce pleine d'inconnus et un sténographe judiciaire. Et je me tenais là avec un calme étrange qui s'installait en moi. Parfois, la vengeance ne ressemble pas à des cris. Ricanement parfois, cela ressemble à laisser quelqu'un parler assez longtemps pour révéler le couteau dans sa propre main. Le juge a déclaré une suspension de séance, mais personne n'a bougé au début. La salle d'audience était devenue une boîte en verre, et chaque personne à l'intérieur avait peur de respirer trop fort. Nancy s'est enfoncée dans sa chaise, le visage pâle sous son maquillage. Monsieur Thompson s'est penché vers elle et a parlé vite, des chuchotements en colère destinés à empêcher un client de commettre un désastre professionnel supplémentaire. Maman a cherché la manche de papa, mais il s'est éloigné. J'ai vu ça. J'ai vu la minuscule trahison traverser le visage de maman. Pendant des années, ils avaient soutenu Nancy parce que la soutenir leur coûtait moins cher. Elle les rendait fiers lors des fêtes. Elle habillait le succès d'une manière qu'ils comprenaient. J'avais été utile, mais l'utilité n'est pas glamour. Maintenant, la fille glamour avait admis le système familial à voix haute. À la reprise de l'audience, Daniel Rive se tenait à mes côtés. Il n'a pas pris le contrôle de mon histoire. Il l'a ancrée. Votre honneur, a-t-il dit. Compte tenu des preuves déjà devant la cour et des déclarations de Madame Nancy Bennett, nous demandons des ordonnances de préservation immédiate sur les actifs de la succession, la suspension temporaire de l'autorité de Madame Bennett en vertu de tout instrument contesté. Et le renvoi des problèmes de signature et de notaire pour enquête. Monsieur Thompson a fait une objection, mais son argument avait perdu son épine dorsale. Il a invoqué un malentendu. Il a invoqué le stress familial. Il a affirmé que les transferts étaient protecteurs. Ensuite, le juge a posé une question à Nancy. Avez-vous envoyé des suggestions de formulation au bureau de planification successorale décrivant Lucie Bennett comme hostile aux obligations familiales? Nancy a regardé son avocat. Monsieur Thompson a brièvement fermé les yeux. Elle devait répondre. J'ai envoyé des informations générales, a-t-elle dit. Répondez à la question. Oui. Le mot est sorti comme du verre brisé. Le juge Mercé a demandé, vos grands-parents ont-ils indépendamment utilisé cette expression avant que vous ne la soumettiez? La bouche de Nancy s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je ne m'en souviens pas. Daniel a tendu une autre pièce à conviction au greffier. Votre honneur, nous avons un brouillon de message provenant de la sauvegarde cloud de Madame Nancy Bennett produit sous assignation où elle écrit, s'il répète exactement cette formulation, cela fait juridique et moins émotionnel et point. Le juge l'a lu. Monsieur Thompson s'est frotté le front. Les yeux de Nancy se sont remplis, mais pas de remords. C'était de la rage utilisant les larmes comme un déguisement. Tu m'as piraté, m'a-t-elle dit. Daniel a répondu, ordonnance du tribunal. Elle a ri une fois, d'un rire aigu et laid. Tu crois que ça te rend meilleur que moi? Tu n'étais rien sans cette famille. Je me suis assuré que les gens respectent notre nom. Je l'ai regardé et j'ai enfin posé la question que j'avais gardée enfouie. Le nom de qui, Nancy? Celui de la famille ou le tien? Elle n'avait pas de réponse. Alors, elle a attaqué le seul endroit où elle avait toujours su comment attaquer. Grand-mère était confuse. Grand-père savait à peine quel jour on était. J'ai fait ce qui devait être fait parce que tu étais trop douce. Tu aurais tout donné aux infirmières, aux factures, aux œuvres de charité et à chaque petite cause triste à laquelle grand-mère tenait. La pièce s'est refroidie. Le juge Mercé a levé les yeux lentement. Affirmez-vous que vos grands-parents manquaient de capacité lorsque le testament modifié a été signé? Nancy s'est figée. Monsieur Thompson s'est levé si vite que sa chaise a heurté la table.
Votre honneur, ma cliente est bouleversée et ne témoigne pas formellement. Elle fait des déclarations en audience publique, a dit le juge, et elles sont pertinentes. Daniel a agi avec une précision tranquille. Votre honneur, l'argument de la capacité est significatif. Si Nancy Bennett affirme maintenant que ses grands-parents étaient confus, alors sa position selon laquelle ils ont sciemment exécuté une modification dramatique à son avantage devient encore plus suspecte. Ricanement. Nancy a réalisé le piège trop tard. Son visage s'est effondré pendant une seconde, puis s'est tordu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, a dit papa. Sa voix était basse, mais toute la pièce l'a entendu. Tout le monde s'est retourné. Papa s'est levé lentement comme si son âge avait doublé pendant l'audience. Tu nous as dit que Lucie les contrariait. Tu nous as dit qu'elle voulait de l'argent. Tu nous as dit que le Nouveau Testament était l'idée de grand-mère. Nancy l'a regardé, stupéfaite. Papa, ne fais pas ça. Il m'a regardé alors, et la honte l'a fait paraître plus petit que je ne l'avais jamais vu. Lucie, as-tu payé l'aide en octobre? Celle que nous pensions que Nancy avait organisée. J'ai hoché la tête une fois. Il a couvert sa bouche. Maman a commencé à pleurer, mais je n'avais plus l'énergie de traduire ses larmes. Était-ce de la culpabilité? De l'embarras? La peur que la mauvaise fille ait été exposée? Cela n'avait pas d'importance. Nancy s'est levée à nouveau. Vous êtes tous des lâches, a-t-elle dit. Vous avez adoré les résultats quand je gérais tout. Vous avez adoré ne pas avoir à répondre aux appels. Vous avez adoré laisser Lucie faire le sale boulot et me laisser faire en sorte que ça ait l'air propre. C'était la ligne qui a coupé la pièce en deux. Maman a regardé Nancy non pas comme une fille, mais comme une preuve. Papa s'est éloigné de sa table et s'est assis derrière moi. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un pardon, mais c'était la première fois de ma vie qu'il choisissait physiquement la vérité plutôt que le confort. Nancy l'a vu, et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment commencé à perdre. Pas la maison, pas les comptes, mais son public, son reflet, son trône. Le juge Mercé a ordonné à Nancy de s'asseoir, puis s'est adressé à la cour. Le schéma qui se dessine ici n'est pas une rivalité fraternelle. C'est un cours documenté d'isolement, de fausses déclarations et de fraudes potentielles affectant des personnes âgées vulnérables et l'administration de leur succession. Monsieur Thompson a chuchoté à Nancy, lui conseillant probablement de garder le silence. Elle l'a ignoré. C'est mon héritage, a-t-elle dit. Je l'ai mérité. Le visage du juge Mercé s'est durci. Un héritage ne se mérite pas en empoisonnant le puits dans lequel tous les autres sont autorisés à boire. La décision finale n'est pas venue comme le tonnerre. Elle est venue comme une lame posée soigneusement sur une table. Le juge Mercé a examiné les preuves pièce par pièce. Le langage copié, la signature suspecte, le bureau de notaire fermé, l'enregistrement, les transferts de comptes, les propres déclarations de Nancy et le plan de succession original nommant les deux sœurs à parts égales. Puis il a regardé directement ma sœur. La Cour ne validera pas un instrument entouré de preuves crédibles de manipulation et de fraude potentielle, a-t-il dit. Nancy a agrippé le bord de la table. Monsieur Thompson a cessé de prendre des notes. Le testament modifié est rejeté aux fins de la demande d'aujourd'hui. Le plan de succession antérieur est rétabli en attendant l'examen final de l'homologation. De plus, Madame Nancy Bennett est temporairement démise de tout rôle fiduciaire lié à la succession. Tous les actifs de la succession sont gelés à l'exception des dépenses de préservation nécessaires approuvées par le tribunal. Les transferts contestés seront retracés. Si des fonds ont été détournés, une restitution sera ordonnée. Nancy a chuchoté, non. Le juge Mercé a continué, compte tenu des preuves concernant les irrégularités de signature et de notaire, cette affaire sera transmise aux autorités compétentes pour enquête. Les dépenses personnelles documentées de Madame Lucie Bennett pour les soins aux personnes âgées, la protection des biens et le soutien médical seront examinés pour un remboursement par la succession avant la distribution. Mon souffle m'a quitté lentement, non pas comme un sanglot, mais comme une libération. Pendant des années, j'avais imaginé la justice comme quelqu'un disant enfin, Lucie avait raison. Mais c'était plus grand que d'avoir raison. La cour avait enlevé l'arme de Nancy. La maison devant laquelle elle avait posé, le compte qu'elle avait prévu de contrôler, l'histoire qu'elle avait aiguisée jusqu'à ce qu'elle coupe tout le monde sauf elle. Tout cela était maintenant hors de ses mains.
Nancy s'est levée trop vite. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle dit au juge. Il voulait que je l'aie. Il me faisait confiance. Le juge Mercer l'a regardé pendant un long moment. Madame Bennett. La confiance obtenue par la peur n'est pas de la confiance. Un héritage bâti sur la tromperie n'est pas un héritage. C'est une preuve. C'était la sentence. Celle qui a fait s'effondrer complètement l'assurance de Nancy. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. La couleur s'est vidée de son visage. Maman a tendu la main vers elle et Nancy a repoussé sa main d'une claque. Le son a claqué à travers la salle d'audience. Papa s'est levé. Ne touche pas ta mère. Nancy a ri, mais son rire s'est brisé à mi-chemin. Maintenant, vous vous en souciez. Maintenant, vous vous en souciez tous parce que Lucie a apporté une boîte de papier. Elle s'est tournée vers moi. Tu m'as ruiné. Je l'ai regardée et pour la première fois je n'ai pas ressenti l'ancienne envie de m'expliquer jusqu'à ce qu'elle approuve. Non, ai-je dit, je t'ai documenté. L'huissier s'est approché quand Nancy s'est jetée vers la table. Pas assez pour m'atteindre, mais assez pour faire halter la pièce. Monsieur Thompson lui a attrapé le bras et a sifflé, arrêtez de parler. Elle a essayé de se dégager. Elle a volé ma vie. Le juge Mercer a ordonné à l'huissier de l'escorter dehors si elle ne pouvait pas rester calme. Nancy a regardé autour d'elle, cherchant les visages qui avaient l'habitude de la sauver. Maman pleurait dans ses deux mains. Papa se tenait derrière ma chaise. Monsieur Thompson rangeait son dossier avec les mouvements raides d'un homme qui pensait déjà à se retirer de la représentation. Personne n'est venu. C'était sa vraie punition. Pas seulement l'argent, pas seulement l'enquête, pas même l'humiliation publique. C'était le moment où elle a réalisé que la scène était devenue sombre et que le public qu'elle avait formé pendant des années avait enfin vu les ficelles. Alors que l'huissier la guidait vers l'allée latérale, elle avait l'air plus petite, mais pas plus douce. Certaines personnes ne s'effondrent pas dans le regret. Elles s'effondrent dans l'exposition de leurs actes. Le juge Mercer a donné les dernières instructions. Gel des avoirs. Préservation des documents. Aucun contact concernant les affaires de la succession. Audience de suivi dans 30 jours. Puis il s'est tourné vers moi. Madame Bennett, cette cour reconnaît le fardeau que vous avez porté en soulevant ces questions. Continuez par l'intermédiaire de votre avocat à partir de maintenant. C'était ce qui se rapprochait le plus pour un juge de dire que vous aviez été entendu. J'ai hoché la tête parce que les mots m'auraient manqué. À l'extérieur de la salle d'audience, maman a essayé de parler. Lucie, je ne savais pas que c'était si grave. Je l'ai regardée et j'ai vu chaque année où je l'avais supplié de savoir. Tu ne voulais pas savoir, ai-je dit. Elle a pleuré plus fort, mais je ne me suis pas approché pour la réconforter. Papa a prononcé mon nom, puis s'est arrêté. Il semblait comprendre que des excuses ne sont pas un balai. Elles ne peuvent pas nettoyer des années dans un seul couloir. Je suis désolé. Il a finalement dit, j'aurais dû écouter. J'ai répondu, oui, tu aurais dû. Puis je suis parti avant que l'un ou l'autre ne puisse transformer ma douleur en leur scène de rédemption. Sur les marches du tribunal, la lumière de l'après-midi a frappé le médaillon en argent à ma gorge. Pour une fois, cela ne ressemblait pas à un souvenir de grand-mère. Cela ressemblait à une preuve qu'elle n'avait pas été trompée aussi complètement que Nancy le croyait. J'ai pensé à la maison en grès brun, à la propriété du lac, à l'argent, aux audiences encore à venir. Je savais que le combat n'était pas entièrement terminé. Les avocats déposeraient des requêtes. Les enquêteurs poseraient des questions. Nancy essaierait de se réinventer en victime. Mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Le miroir de la famille s'était brisé, et tout le monde avait vu ce qui se tenait derrière. Je suis venu au tribunal seul parce qu'ils devaient croire que je n'avais personne. Je suis reparti avec la vérité consignée dans le dossier. Nancy écartée du pouvoir. Mes parents confrontés au coup de leur silence et l'héritage de mes grands-parents retirés des mains qui ont essayé de le voler. Si vous avez déjà été sous-estimé parce que vous étiez silencieux, rappelez-vous ceci. Le silence n'est pas un vide. Parfois, le silence est l'endroit où les preuves attendent. Et quand le bon moment arrive, vous n'avez pas besoin de crier pour gagner. Vous avez seulement besoin d'ouvrir le dossier. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement pour la narration, l'éducation et la réflexion.
Nous espérons qu'elle rappelle à tous ceux qui regardent que la justice peut parfois venir du silence, de la patience et de la croissance personnelle.